Bonjour mes amis. Avant de commencer cette histoire qui va vous donner des frissons, dites-moi de quelle ville vous nous regardez en ce moment et comment vous vous sentez aujourd'hui. Êtes-vous bien installé pour entendre l'une des affaires d'empoisonnement les plus mystérieuses de France? Laissez vos réponses dans les commentaires. J'adore savoir d'où viennent nos viewers. Et abonnez-vous tout de suite, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision de l'industrie française du 19e siècle. Lyon, septembre 1852. Dans les brumes matinales qui s'élèvent de la Saône, la ville industrielle s'éveille au rythme des métiers à tisser et des nouvelles machines à vapeur. Le Second Empire de Napoléon III transforme la France, et Lyon, capitale de la soie, devient le symbole de cette révolution industrielle. Mais dans le quartier ouvrier de la Croix-Rousse, entre les ateliers de tissage et les manufactures, se cache un secret qui va terroriser toute la ville. Un secret si sombre qu'il faudra des décennies pour que la vérité éclate enfin. Au cœur de ce quartier laborieux trône la brasserie Amiel, établissement réputé depuis 15 ans pour la qualité exceptionnelle de ses bières. Jean-Baptiste Amiel, son propriétaire, est un homme respecté de 52 ans qui a bâti sa fortune sur une recette secrète de bière blonde aux arômes incomparables. Ses cuves rutilantes, ses méthodes de fermentation révolutionnaires et surtout son houblon importé directement de Bavière font de sa brasserie un véritable empire commercial. Chaque jour, des centaines de litres de bière sortent de ses installations pour alimenter les tavernes, auberges et cafés de tout Lyon. Mais ce matin du 15 septembre 1852, quelque chose va basculer à jamais. Jean-Baptiste Amiel pousse comme chaque matin les lourdes portes de bois de sa brasserie. L'odeur familière du malt et du houblon l'accueille, mélangée aux vapeurs de la fermentation. Pourtant, aujourd'hui, une atmosphère étrange règne dans les locaux. Ses 3 employés, Émile Bergeron, le maître brasseur, Claude Moreau, l'aide brasseur, et le jeune Pierre Durand, apprenti depuis 2 ans, semblent particulièrement nerveux. Leurs regards se dérobent quand il les salue. « Quelque chose ne va pas ?» demande Amiel en ôtant son manteau. Émile Bergeron, homme d'expérience qui travaille avec lui depuis 10 ans, hésite avant de répondre. « Patron, il y a eu des visiteurs hier soir après votre départ. Des hommes que je n'avais jamais vus. Ils posaient des questions sur nos méthodes de production, nos fournisseurs. Quand j'ai voulu savoir qui les envoyait, ils sont partis sans rien dire. » Amiel fronce les sourcils. La concurrence devient féroce à Lyon, mais de là à espionner les concurrents, ce qui l'attend dans son bureau va confirmer ses pires craintes. Sur son secrétaire en chaîne, soigneusement posé entre ses registres comptables, un pli scellé porte son nom d'une écriture qu'il ne reconnaît pas. À l'intérieur, un message qui va changer sa vie. « Monsieur Amiel, vos bières sont devenues mortelles. Si vous tenez à votre réputation et à votre vie, cessez immédiatement toute production. Cette lettre est votre premier et dernier avertissement. Un ami dans l'ombre. » Amiel relit le message 3 fois, incrédule. « Mortelles ? Ces bières sont réputées dans tout Lyon pour leur pureté. Il utilise les meilleures matières premières, suit scrupuleusement les méthodes traditionnelles transmises par son père, ancien brasseur à Strasbourg. Jamais le moindre incident n'a été signalé en 15 ans d'activité. Il froisse rageusement le papier. Encore un concurrent jaloux, grommelle-t-il. Mais au fond de lui, une inquiétude sourde commence à naître. Cette inquiétude va rapidement se transformer en terreur. Dans l'après-midi même, Madame Clotilde Fourier, propriétaire de la taverne Le Coq Gaulois, rue Mercière, fait irruption dans la brasserie. Cette femme habituellement si digne, pilier de la bourgeoisie lyonnaise, est dans un état de panique totale. Ses cheveux gris s'échappent de son chignon. Ses mains tremblent violemment. « Monsieur Amiel, il faut absolument que vous sachiez. Hier soir, 4 de mes meilleurs clients ont été pris de malaises épouvantables après avoir bu votre bière brune. Vomissements de sang, crampes atroces, fièvre délirante. Le médecin parle d'empoisonnement. Le sang d'Amiel ne fait qu'un tour. »« Empoisonnement ? Mais c'est impossible, Madame Fourier. Mes bières sont contrôlées, mes ingrédients irréprochables. Mais la taverne hantée poursuit, les larmes aux yeux. Monsieur Barthélemy, l'horloger, a failli mourir. Sa femme dit qu'il délirait, qu'il voyait des choses horribles, qu'il parlait de flammes et de démons. Et ce n'est pas tout. J'ai envoyé mon garçon aux nouvelles ce matin, chez Roussel l'épicier, chez Blanchard le cafetier. Partout la même histoire. Vos clients tombent comme des mouches. » Amiel sent ses jambes se dérober. En quelques heures, sa réputation de 15 ans s'effondre. Mais le pire reste à venir,
car ce qui se trame dans l'ombre de la brasserie Amiel dépasse de loin un simple cas d'empoisonnement accidentel. Quelqu'un a décidé de détruire méthodiquement son entreprise, et les moyens employés sont d'une sophistication terrifiante. Cette personne ne recule devant rien, pas même devant le meurtre, pour arriver à ses fins. Le soir même, Amiel convoque ses 3 employés pour une réunion d'urgence. Dans la semi-pénombre de la brasserie, éclairée seulement par quelques lampes à huile, les 4 hommes se font face autour d'une table. « Je veux savoir la vérité », déclare fermement Amiel. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Des modifications dans nos procédures, des visites suspectes, n'importe quoi ?» Émile Bergeron secoue la tête. « Rien du tout, patron. Tout s'est déroulé normalement. » Claude Moreau acquiesce. Seul le jeune Pierre Durand semble hésiter. « Pierre, qu'est-ce que tu as vu ?» insiste Amiel. L'apprenti, à peine 18 ans, rougit violemment. « Eh bien, il y a une semaine environ, j'ai surpris quelqu'un dans la réserve d'ingrédients. Un homme en redingote noire, avec un haut de forme. Quand il m'a vu, il a prétendu être un inspecteur sanitaire. Il avait des papiers officiels, alors je n'ai rien dit. » Un silence de plomb s'abat sur l'assemblée. « À quoi ressemblait-il » demanda Amiel d'une voix blanche. Grand, maigre, avec des yeux très clairs et une barbe poivre et sel. Il avait une petite sacoche en cuir qu'il a refermée très vite quand je suis arrivé. Cette description va se graver dans la mémoire d'Amiel. Car dans les jours qui viennent, cet homme mystérieux va réapparaître à plusieurs reprises, toujours dans l'ombre, toujours insaisissable. Et chaque fois qu'on le signale dans les parages, de nouveaux cas d'empoisonnement se déclarent. Coïncidence? Amiel commence à en douter sérieusement. Le lendemain matin apporte son lot de révélations terrifiantes. Amiel n'a pas fermé l'œil de la nuit, hanté par les questions qui se bousculent dans sa tête. Qui est cet homme mystérieux? Que faisait-il vraiment dans sa réserve? Et surtout, comment a-t-il pu contaminer ses bières sans laisser de traces? Car Amiel a passé la soirée à analyser méticuleusement tous ses stocks. Rien, absolument rien d'anormal. Mais à 7 heures du matin, un coup de poing retentit à la porte de la brasserie. Amiel ouvre pour découvrir le commissaire Bertrand Lacroix, figure respectée de la police lyonnaise, accompagné de 2 agents. « Monsieur Amiel, j'ai le regret de vous informer que nous ouvrons une enquête officielle sur votre établissement. Nous avons recensé 17 cas d'empoisonnement liés à la consommation de vos produits et... » Sa voix se brise légèrement. « Un décès cette nuit. » Le monde s'écroule autour d'Amiel. « Un décès? Qui? » « Monsieur Alphonse Vidier, négociant en soierie, rue de la République. Il est mort dans d'atroces souffrances vers minuit. » Le médecin légiste évoque un empoisonnement par une substance inconnue. Le commissaire marque une pause, observant attentivement la réaction d'Amiel. « Monsieur Vidier avait consommé un demi-litre de votre bière brune hier après-midi chez Blanchard. »« Mais c'est impossible !» s'écrie Amiel. « Mes bières sont pures, je vous le jure sur ma vie. » Le commissaire Lacroix sort un carnet de sa poche. « C'est ce que nous allons vérifier. Je dois procéder à la saisie de tous vos stocks et faire analyser vos cuves par le laboratoire municipal. En attendant les résultats, vous êtes tenu de cesser toute production et toute distribution. » Pendant que les agents procèdent au scellé, Amiel tente désespérément de comprendre ce qui lui arrive. Comment un poison a-t-il pu contaminer ses bières? Et pourquoi maintenant, après 15 ans d'activité irréprochable? Une seule explication lui vient à l'esprit. Sabotage. Quelqu'un veut sa perte. Quelqu'un qui connaît parfaitement son établissement, ses méthodes, ses horaires. Mais qui? Ses concurrents. La nouvelle brasserie Giraud qui s'est installée rue des Tables Claudiennes ne cache pas ses ambitions. Ou bien la puissante brasserie Hoffmann d'origine allemande qui cherche depuis des mois à racheter son établissement. Amiel a toujours refusé leurs offres, parfois accompagnées de menaces à peine voilées. L'après-midi apporte une nouvelle stupéfiante. Le docteur Hippolyte Lacassagne, médecin légiste réputé de Lyon, vient personnellement rendre compte de ses premières analyses. « Monsieur Amiel, je dois vous avouer ma perplexité totale. J'ai examiné les victimes et analysé les échantillons de bière. Ce que j'ai trouvé défie toute logique médicale. » Il sort de sa sacoche plusieurs fioles remplies de liquide ambré. « Vos bières contiennent effectivement une substance toxique, mais d'une nature que je n'arrive pas à identifier. »« Comment cela ?» demande Amiel, le cœur battant. « Ce n'est ni l'arsenic, ni le plomb, ni la strychnine, ni aucun des poisons répertoriés dans nos manuels. Les symptômes sont particuliers. Après l'ingestion, les victimes présentent d'abord une euphorie excessive, suivie de hallucinations terrifiantes, puis d'un empoisonnement du sang qui peut être mortel. J'ai consulté mes confrères de Paris et de Marseille. Personne n'a jamais vu ça. » Cette révélation glace le sang d'Amiel. Un poison inconnu.
Qui possède de telles connaissances en chimie pour créer une substance inédite? Docteur, est-il possible que ce poison ait été introduit après la production, dans les fûts ou les bouteilles? C'est une hypothèse, mais peu probable. L'analyse montre une répartition homogène du toxique dans toute la bière. Il a été mélangé pendant le processus de fabrication, très probablement lors de la fermentation. Voilà qui complique terriblement l'enquête. Seules 4 personnes ont accès à la brasserie pendant la fermentation. Amiel lui-même et ses 3 employés. L'un d'entre eux serait-il un traître? Cette pensée révulse Amiel, mais il doit envisager toutes les possibilités. Le soir venu, il convoque à nouveau ses employés. Cette fois, l'atmosphère est électrique. Les 3 hommes savent qu'ils sont suspects. « Mes amis, » commence Amiel d'une voix grave, « nous traversons la pire crise de notre histoire. Nos bières contiennent un poison inconnu. Un homme est mort et la police nous soupçonne. Je dois vous poser une question directe. L'un de vous a-t-il ajouté quelque chose dans nos cuves ?» Le silence qui suit est assourdissant. Émile Bergeron, le premier, prend la parole. « Patron, vous me connaissez depuis 10 ans. Ma réputation vaut la vôtre. Jamais je ne ferai une chose pareille. » Claude Moreau hoche vigoureusement la tête. « Moi non plus, monsieur Amiel. Cette brasserie, c'est ma vie. » Reste le jeune Pierre Durand, qui semble de plus en plus mal à l'aise. « Pierre ?» insiste Amiel. L'apprenti éclate soudain en sanglots. « J'ai fait quelque chose de terrible, mais ce n'était pas pour empoisonner. L'homme à la redingote noire, celui que j'ai surpris dans la réserve. Il m'a donné de l'argent. » Tous les regards se braquent sur lui. « Combien ?» demande Amiel d'une voix blanche. « 50 francs, une fortune pour moi. Il m'a dit que c'était pour améliorer le goût de nos bières, que c'était un secret commercial. J'ai ajouté sa poudre dans la cuve numéro 3, celle du 8 septembre. La vérité commence enfin à se dessiner. Pierre Durand n'est qu'un pion dans un plan diabolique. Quelqu'un d'infiniment plus intelligent et plus dangereux tire les ficelles. « À quoi ressemblait cette poudre ?» demande Amiel. « Blanchâtre, très fine, sans odeur particulière. Elle se dissolvait complètement dans la bière. L'homme m'a dit que c'était un exhausteur de goût utilisé en Allemagne. Cette révélation va permettre à l'enquête de prendre un tournant décisif, car la poudre utilisée n'est pas un simple poison. C'est une substance révolutionnaire, mise au point dans les laboratoires secrets d'une puissance étrangère, et dont l'existence même remet en question tout ce que l'on croyait savoir sur la chimie de l'époque. Mais qui est cet homme mystérieux, et pourquoi s'acharne-t-il sur la brasserie Amiel? La réponse va plonger notre enquête au cœur des rivalités industrielles les plus sombres du Second Empire, où la concurrence ne recule devant aucun crime pour éliminer ses adversaires. L'enquête du commissaire Lacroix va prendre une tournure que personne n'avait anticipée. Dès le lendemain de la confession de Pierre Durand, une perquisition minutieuse est menée dans tout le quartier. Les agents interrogent les voisins, fouillent les auberges, questionnent les marchands, et c'est là qu'émerge le premier indice vraiment tangible. Madame Véronique Delacroix, blanchisseuse établie rue des Capucins, se souvient parfaitement de l'homme à la redingote noire. « Je l'ai vu plusieurs fois rôder autour de la brasserie », raconte-t-elle au commissaire. « Un homme distingué avec des manières de bourgeois, mais quelque chose dans son regard me déplaisait. La dernière fois que je l'ai aperçu, c'était il y a 1 semaine. Il discutait avec un autre homme devant l'église Saint-Nizier. Cette information va s'avérer cruciale, car l'église Saint-Nizier se trouve exactement en face de la nouvelle brasserie Giraud, principale concurrente de l'établissement Amiel. Coïncidence? Le commissaire Lacroix ne croit pas aux coïncidences. Il se rend immédiatement chez Edmond Giraud, propriétaire de la brasserie rivale. L'homme qui lui ouvre est un colosse d'une 50aine d'années, aux traits durs et aux mains calleuses. « Commissaire, qu'est-ce qui vous amène ?» demande-t-il d'un ton méfiant. « Une enquête sur l'empoisonnement qui frappe la brasserie Amiel. Connaîtriez-vous un homme grand, maigre, à la barbe poivre et sel, portant toujours une redingote noire ?» La réaction de Giraud est immédiate, un imperceptible tressaillement, un regard qui se détourne une fraction de seconde. « Non, je ne vois pas. » Mais Lacroix fin limier a noté ce trouble. « Monsieur Giraud, puis-je visiter vos installations ?» « Bien sûr, commissaire, j'ai rien à cacher. » La visite de la brasserie Giraud révèle des installations flambant neuves, des équipements de pointe importés d'Allemagne. Et surtout, un laboratoire d'analyse chimique d'une sophistication remarquable. Impressionnant, commente Lacroix. Qui supervise ce laboratoire? Mon associé, Herr Friedrich Brenner, un chimiste allemand de grand talent. J'aimerais le rencontrer. Impossible, il est parti à Munich pour affaires. Il ne reviendra pas avant 1 mois. Cette réponse éveille immédiatement les soupçons du commissaire. Un départ si opportun,
juste au moment où l'enquête commence. Il note soigneusement le nom de Friedrich Brenner et décide de mener sa propre enquête sur ce personnage mystérieux. Pendant ce temps, à la brasserie Amiel, la situation se dégrade rapidement. Malgré l'arrêt de la production, de nouveaux cas d'empoisonnement continuent de se déclarer. La raison ? Les stocks déjà distribués dans toute la ville continuent d'empoisonner les consommateurs. En 3 jours, le nombre de victimes passe à 37, avec 3 décès supplémentaires. La panique gagne Lyon. Les journaux titrent sur « L'empoisonneur de la Croix-Rousse ». Les tavernes refusent de servir toute bière locale. Les autorités envisagent de fermer temporairement toutes les brasseries de la ville. Jean-Baptiste Amiel voit sa vie s'écrouler. Ruiné, déshonoré, menacé de poursuites judiciaires pour homicides involontaires, il sombre dans le désespoir. Mais c'est alors qu'intervient un personnage inattendu qui va changer le cours de l'enquête. Le professeur Auguste Laurent, chimiste renommé de l'École centrale de Lyon, demande à examiner les échantillons de bière empoisonnée. Cet homme de science, réputé pour ses travaux avant-gardistes sur les structures moléculaires, va faire une découverte révolutionnaire. « Messieurs », annonce-t-il lors d'une réunion avec le commissaire et le médecin légiste, « ce que j'ai trouvé dépasse tout ce que je connaissais de la chimie. Cette substance toxique présente des propriétés absolument inédites. » Il sort de sa sacoche plusieurs fioles et instruments d'analyse. Elle agit d'abord comme un stimulant du système nerveux, provoquant euphorie et hallucination, puis se transforme en poison violent, affectant le foie et les reins. Cette double action suggère une structure moléculaire complexe, probablement dérivée de l'opium, mais modifiée par des procédés chimiques révolutionnaires. Révolutionnaires dans quel sens ? Demande Lacroix. Dans le sens où ils ne sont maîtrisés que par une poignée de chimistes dans le monde, principalement en Allemagne et en Autriche. Nous parlons ici de laboratoires financés par de puissants industriels ou même par des gouvernements. Ce poison n'a pas été créé par un simple empoisonneur, mais par un scientifique de très haut niveau. Cette révélation transforme complètement la nature de l'enquête. Il ne s'agit plus d'une simple rivalité commerciale, mais d'un complot d'une ampleur insoupçonnée. Qui possède les moyens de développer de telles substances ? Et surtout, pourquoi viser spécifiquement la brasserie Amiel ? La réponse va venir d'une source totalement inattendue. Ce soir-là, alors que Jean-Baptiste Amiel rumine sa détresse dans son bureau, un visiteur mystérieux frappe à sa porte. Un homme âgé, au visage marqué par les années, se présente sous le nom de Dr Heinrich Müller. « Je viens d'Autriche », dit-il dans un français teinté d'accent germanique. « J'ai appris ce qui vous arrive et je pense pouvoir vous aider. »« Qui êtes-vous » demande Amiel, méfiant. « Un chimiste qui a travaillé sur des substances similaires à celles qui empoisonnent vos bières. Je connais son créateur, Friedrich Brenner, un ancien collègue devenu, disons, moins scrupuleux que moi. » Le nom fait sursauter Amiel. « Brenner ? Mais c'est l'associé de Giraud. » « Précisément. Et je peux vous révéler quelque chose d'encore plus troublant. Cette substance n'a pas été créée pour vous nuire à vous personnellement. » Le mystère s'épaissit. Si Amiel n'était pas la cible, alors qui ? Et pourquoi sa brasserie a-t-elle été choisie comme vecteur ? La réponse que va donner le docteur Müller va révéler un complot aux ramifications internationales, impliquant espionnage industriel, guerre économique et secret d'État. Car derrière l'apparente simplicité d'un empoisonnement de bière se cache en réalité l'une des opérations de déstabilisation les plus sophistiquées jamais menées sur le sol français. La confession du docteur Müller va ouvrir des abîmes insoupçonnés. Dans le bureau sombre de la brasserie, éclairé seulement par une lampe à pétrole, le vieil homme commence son récit d'une voix grave. « Monsieur Amiel, ce qui vous arrive n'est que la partie visible d'un plan beaucoup plus vaste. Friedrich Brenner ne travaille pas pour Giraud, il travaille pour le gouvernement prussien. Le gouvernement prussien ? Amiel n'en croit pas ses oreilles. Mais enfin, qu'est-ce que la Prusse peut bien avoir contre ma petite brasserie ? Le docteur Müller sort de sa poche un épais dossier. Votre brasserie n'est qu'un prétexte. La véritable cible, c'est l'industrie française dans son ensemble. Voyez-vous, Brenner fait partie d'un réseau d'agents chargés de saper la confiance dans les produits français, de créer le chaos économique, de préparer le terrain pour une future invasion commerciale allemande. Le plan tel que l'explique Müller est d'une perversité diabolique. En empoisonnant vos bières, Brenner poursuit 3 objectifs. Premièrement, ruiner votre entreprise pour permettre à Giraud, son homme de paille, de racheter vos installations à vil prix. Deuxièmement, créer une psychose alimentaire qui poussera les consommateurs lyonnais à préférer les produits allemands réputés plus sûrs.
Troisièmement, et c'est le plus grave, tester en grandeur nature un poison révolutionnaire destiné à un usage militaire. Usage militaire, Amiel sent un frisson d'horreur le parcourir. Cette substance que Brenner a mise au point peut empoisonner l'eau potable d'une ville entière. Imaginez les conséquences en cas de guerre. Des milliers de soldats français rendus malades simultanément, des populations civiles décimées. Votre brasserie n'est que le laboratoire d'expérimentation de cette arme chimique. Cette révélation change complètement la donne. Amiel n'est plus seulement victime d'une concurrence déloyale, il est devenu, malgré lui, l'instrument d'un complot international. Docteur, pourquoi me révélez-vous tout cela? Et pourquoi maintenant? Parce que j'ai travaillé avec Brenner il y a 5 ans, et que j'ai refusé de poursuivre quand j'ai compris ses véritables intentions. Je me cache en France depuis 2 ans, mais ses agents me traquent. En révélant son plan, j'espère le faire arrêter avant qu'il ne cause plus de dégâts. Muller tend à Amiel une fiole contenant un liquide transparent. Voici l'antidote. Une seule goutte dans un verre d'eau neutralise complètement le poison. J'en ai synthétisé suffisamment pour traiter toutes vos victimes. Puis, sortant plusieurs documents de son dossier, et voici les preuves. Correspondance secrète entre Brenner et ses contacts prussiens, formule chimique du poison, plan de sabotage d'autres industries françaises. Armé de ces révélations explosives, Amiel se rend immédiatement chez le commissaire Lacroix. La réaction du policier est d'abord sceptique. « Monsieur Amiel, vous rendez-vous compte de la gravité de vos accusations? Vous parlez d'espionnage international, de complot gouvernemental. Avez-vous des preuves ?» Les documents fournis par Muller vont rapidement dissiper ses doutes. « Mon Dieu !» murmure Lacroix en parcourant les lettres codées. « Si c'est authentique, nous sommes face à une affaire d'État. » Il convoque immédiatement ses supérieurs hiérarchiques. En quelques heures, l'affaire remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur à Paris. Le préfet du Rhône reçoit des ordres formels. Arrêter immédiatement Friedrich Brenner et démanteler son réseau. Mais quand les agents se rendent à la brasserie Giraud, ils découvrent que l'oiseau s'est envolé. Edmond Giraud, interrogé brutalement, finit par avouer sa complicité. « Je ne savais pas que c'était pour empoisonner. Brenner m'avait dit qu'il s'agissait seulement de ruiner Amiel. Il m'a promis que personne ne mourrait. » Ces larmes de crocodile n'émeuvent personne. Il révèle que Brenner a quitté Lyon dans la nuit, probablement direction l'Allemagne. Pendant ce temps, l'antidote fourni par le docteur Muller fait des miracles. Les victimes encore hospitalisées se rétablissent rapidement. Les nouveaux cas cessent d'être mortels. Le poison perd de sa terreur quand on peut le combattre efficacement. Mais Brenner court toujours, et avec lui les secrets de cette arme chimique révolutionnaire. C'est alors qu'intervient un rebondissement spectaculaire. Le soir même de la fuite de Brenner, le docteur Muller disparaît lui aussi de son hôtel. Sa chambre porte des traces de lutte, ses affaires ont été fouillées. Un témoin rapporte avoir vu 2 hommes en redingote noire emmener de force un vieil homme vers une voiture fermée. Ils l'ont enlevé, comprend immédiatement Lacroix. Brenner ne pouvait pas laisser un témoin aussi gênant dans la nature. Mais pourquoi ne pas simplement l'éliminer? La réponse va venir d'une source inattendue, une lettre anonyme déposée au commissariat le lendemain matin. Si vous voulez revoir votre précieux docteur vivant, cessez immédiatement toute poursuite contre Friedrich Brenner. Vous avez 48 heures pour classer l'affaire et relâcher Giraud. Passé ce délai, Muller mourra dans d'atroces souffrances, empoisonné par sa propre création. F.B. Le chantage est clair. Mais Lacroix, homme intègre, refuse de céder. « Nous ne négocions pas avec les terroristes, » déclare-t-il fermement, « et nous retrouverons Brenner où qu'il se cache. » Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Friedrich Brenner n'a pas quitté Lyon. Il se cache dans un endroit que personne ne songera jamais à fouiller, et il prépare une vengeance terrible qui va frapper au cœur même de la ville. Si vous pensez connaître le niveau de perversité de Friedrich Brenner, préparez-vous à découvrir que vous n'avez encore rien vu. Car l'homme qui se terre dans les souterrains de Lyon n'est pas seulement un espion ou un empoisonneur. C'est un génie du mal qui a planifié chaque étape de son plan avec une précision chirurgicale, et sa vengeance va dépasser en horreur tout ce qu'on peut imaginer. Le commissaire Lacroix lance toutes ses forces dans la recherche de Brenner. Gares et sports fluviaux, route principale, tout est surveillé. Mais comment retrouver un homme qui connaît Lyon mieux que ses propres habitants? Car Brenner n'est pas arrivé en France par hasard. Il étudie la ville depuis 3 ans, cartographiant ses égouts, ses catacombes, ses tunnels secrets utilisés pendant les révoltes des Canuts. Il s'est créé un véritable labyrinthe souterrain,
d'où il peut frapper sans être vu. Sa première cible va être Jean-Baptiste Amiel lui-même. Le soir du 28 septembre, alors que le brasseur rentre chez lui rue des Fantasques, après une journée épuisante au commissariat, une ombre se détache d'un Porsche. Monsieur Amiel, la voix a un accent allemand prononcé. Jean-Baptiste se retourne et se trouve face à face avec l'homme qu'il n'a jamais vu mais qu'il reconnaît immédiatement. Grand, maigre, barbe poivre et sel, yeux d'un bleu glacial. Friedrich Brenner, je présume, dit Amiel avec un courage qu'il ne ressent pas. L'Allemand sourit, découvrant des dents parfaitement alignées. Perspicace, j'ai pensé qu'il était temps que nous fassions connaissance, vous et moi. Après tout, vous avez si efficacement servi mes intérêts. Vos intérêts? Vous avez tué des innocents. Des dommages collatéraux regrettables, mais nécessaires pour tester mon invention. Ce qui suit glace le sang d'Amiel. Brenner explique froidement que l'empoisonnement de la brasserie n'était qu'un prélude. Voyez-vous, monsieur Amiel, j'ai mis au point bien plus qu'un simple poison. J'ai créé une arme de destruction massive. Et grâce à vous, je sais maintenant qu'elle fonctionne parfaitement. Il sort de sa poche une fiole remplie d'un liquide incolore. 10 grammes de cette substance dans le réseau d'eau potable de Lyon et 100 000 personnes meurent en 48 heures. Vous êtes fou, s'écrie Amiel. Fou? Non, juste visionnaire. L'avenir appartient à la Prusse, monsieur Amiel. Et cet avenir passe par la destruction de la puissance française. Économique d'abord, militaire ensuite. Votre petite brasserie a été le laboratoire d'expérimentation. Maintenant, place aux choses sérieuses. Brenner remet la fiole dans sa poche et sort un pistolet. Vous en savez trop désormais, et le docteur Müller vous passe le bonjour. Enfin, ce qu'il en reste. Mais au moment où Brenner arme son pistolet, une détonation retentit dans la rue. L'Allemand pousse un cri et s'effondre. Une balle dans l'épaule. Derrière lui, le commissaire Lacroix émerge de l'ombre, son revolver fumant à la main. « Police !»« Brenner, vous êtes en état d'arrestation. » Mais l'espion, malgré sa blessure, bondit avec une agilité surprenante et disparaît dans un dédale de ruelles. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Amiel encore tremblant. « Nous vous filions depuis ce matin, espérant qu'il vous contacte, et ça a marché. » Lacroix examine les traces de sang sur le pavé. Il est blessé, il ne pourra pas aller loin. Et maintenant nous savons ce qu'il prépare, empoisonner l'eau potable de Lyon. Cette révélation déclenche une alerte générale. En quelques heures, tous les points d'eau de la ville sont placés sous surveillance militaire. Les puits publics, les fontaines, les réservoirs, les installations de pompage de la Saône. Mais Brenner, même blessé, reste insaisissable. Et surtout, personne ne sait où il cache son stock de poison. C'est le jeune Pierre Durand qui va involontairement donner la clé de l'énigme. Rongé par les remords depuis sa confession, l'apprenti brasseur ne cesse de repenser à ses rencontres avec Brenner. « Monsieur le commissaire », dit-il soudain à Lacroix, l'homme à la redingote noire, « quand je l'ai surpris dans notre réserve, il regardait particulièrement les tuyauteries et il posait des questions sur l'origine de notre eau. »« L'origine de votre eau ? Oui, nous puisons dans un puits artésien qui communique avec les nappes souterraines de la colline de Fourvière. C'est ce qui donne ce goût si particulier à nos bières. » Lacroix comprend immédiatement. Il étudiait le réseau hydraulique souterrain. Il cherche un point d'injection qui contamine toute la nappe phréatique. Les recherches se concentrent maintenant sur les galeries souterraines de Lyon. Et c'est là que va être faite la découverte la plus terrifiante de toute l'enquête. Dans une ancienne carrière de calcaire abandonnée sous la colline de Fourvière, les agents découvrent le laboratoire secret de Brenner. L'installation est d'une sophistication diabolique. Des cuves de cuivre reliées par un réseau de tuyauterie complexe, des alambics perfectionnés, des centaines de fioles contenant des substances multicolores et surtout, au centre de cet antre infernal, une cuve géante contenant près de 100 litres du poison mortel. Assez pour décimer toute la population lyonnaise. Mais ce n'est pas tout. Sur les murs, Brenner a affiché des plans détaillés de toutes les grandes villes françaises. Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Chaque plan est annoté en allemand, avec des points d'injection marqués en rouge. Le complot ne vise pas seulement Lyon, mais la France entière. « Mon Dieu !» murmure Lacroix, en découvrant l'ampleur du plan. Il voulait empoisonner tout le pays. Mais où est Brenner? Le laboratoire semble abandonné depuis plusieurs heures déjà. Des traces de sang sur le sol indiquent que l'espion blessé est bien venu ici, mais il a disparu depuis. La réponse va venir du dernier endroit où on l'attendait. La brasserie Amiel elle-même. Car Brenner, dans un ultime défi à ses poursuivants, a choisi de revenir là où tout a commencé pour livrer sa bataille finale.
La nuit du 30 septembre 1852 restera gravée dans les mémoires comme l'une des plus terrifiantes de l'histoire de Lyon. Alors que toute la police de la ville ratisse les souterrains à la recherche de Brenner, l'espion prussien prépare son coup final dans l'ombre de la brasserie Amiel. Car cet homme n'est pas seulement un empoisonneur de génie, c'est aussi un stratège militaire qui a prévu jusqu'à sa propre défaite. Jean-Baptiste Amiel, épuisé par cette semaine d'horreur, rentre chez lui vers minuit après un ultime interrogatoire au commissariat. Sa brasserie, désormais scellée par la police, se dresse dans l'obscurité comme un monument funèbre, à sa réputation détruite. Mais en approchant de l'entrée, il remarque une faible lueur filtrant sous la porte principale. « Qui peut bien être là ?» se demande-t-il inquiet. Il pousse doucement la porte et pénètre dans ce qui fut son royaume. La scène qui l'attend défie l'imagination. Friedrich Brenner, le bras en écharpe mais toujours dangereusement alerte, a transformé la brasserie en véritable arsenal chimique. Partout, des bonbonnes de verre reliées par des tubes en caoutchouc, des cornues en ébullition sur des réchauds à alcool, des vapeurs colorées qui s'élèvent vers les poutres du plafond. « Monsieur Amiel !» s'exclame Brenner avec une joie mauvaise. « Comme c'est aimable à vous de venir assister au grand final. » L'espion allemand porte encore sa redingote noire, mais elle est maintenant déchirée et tachée de sang. Son visage émacié rayonne d'une exaltation inquiétante. « Qu'est-ce que vous fabriquez ici ?» demande Amiel, terrorisé par ce qu'il découvre. « Je prépare mon chef-d'œuvre », répond Brenner, en caressant lovingly une énorme bonbonne remplie d'un liquide verdâtre. « Puisque vous avez compromis mon plan d'empoisonnement de l'eau, j'ai dû m'adapter. Connaissez-vous le principe de la guerre chimique, monsieur Amiel ?» Sans attendre de réponse, il poursuit. « En mélangeant mon poison avec certains acides, j'obtiens un gaz mortel qui peut tuer tout être vivant dans un rayon de plusieurs kilomètres. Et grâce à vos installations de brassage, j'ai maintenant un système de diffusion parfait. » Le plan diabolique de Brenner se révèle dans toute son horreur. Il a relié ses bonbonnes au système de ventilation de la brasserie, transformant les cheminées d'évacuation en lance-flammes chimiques. Dans 1 heure, quand mes préparations seront terminées, un nuage de morts s'élèvera de votre brasserie pour se répandre sur tout Lyon. 100 000 morts, monsieur Amiel, et tout le monde croira que c'est votre faute, que vos cuves mal nettoyées ont provoqué cette catastrophe. Vous êtes complètement fou. Vous allez mourir, vous aussi. La mort au service de la patrie prussienne est le plus bel idéal qu'un homme puisse avoir, rétorque Brenner avec fanatisme. Mais rassurez-vous, j'ai prévu ma propre protection. Il désigne un étrange appareil respiratoire qu'il porte autour du cou, constitué d'un masque en cuir et de cartouches filtrantes. Une invention de nos laboratoires militaires. Je serai le seul survivant de Lyon pour témoigner de l'efficacité allemande. Pendant que Brenner savoure son triomphe anticipé, Amiel réfléchit désespérément à un moyen de l'arrêter. Comment alerter les autorités? Comment détruire cette installation infernale? Et surtout, comment neutraliser un homme qui n'a plus rien à perdre? La réponse va venir d'un détail que Brenner a négligé dans sa folie destructrice. En transformant la brasserie en laboratoire, il a mélangé des substances chimiques incompatibles qui créent une instabilité croissante. Les vapeurs qui s'élèvent des cornues commencent à réagir entre elles, produisant des fumées de plus en plus denses et des crépitements inquiétants. « Brenner !» s'écrie soudain Amiel. « Regardez vos mélanges, ils deviennent instables. » L'Allemand jette un coup d'œil aux cornues et pâlit brusquement. Sa connaissance en chimie lui fait comprendre immédiatement le danger. Dans quelques minutes, toute l'installation va exploser, détruisant non seulement la brasserie, mais tout le quartier. « Non !» hurle-t-il en se précipitant vers ses appareils. « Je contrôle parfaitement mes formules. » Mais dans sa panique, il renverse plusieurs bonbonnes qui se brisent sur le sol, mélangeant leur contenu mortel. Une fumée âcre envahit immédiatement les lieux, forçant Amiel à reculer vers la sortie. C'est à ce moment précis que le commissaire Lacroix fait irruption dans la brasserie, suivi par une équipe d'agents armés. La lueur aperçue depuis la rue les a alertés. « Brenner, rendez-vous! Vous êtes cerné !» Mais l'espion allemand, désormais masqué et protégé par son appareil respiratoire, continue frénétiquement à manipuler ses cornues explosives. « Il faut évacuer immédiatement tout le quartier !» crie Amiel à Lacroix. « Il a créé un gaz mortel et ses appareils vont exploser. » Le commissaire comprend instantanément la gravité de la situation. En quelques minutes, des centaines d'agents se répandent dans les rues pour évacuer les habitants de la Croix-Rousse. Mais Brenner, dans un ultime sursaut de fanatisme, refuse d'abandonner son plan.
Si je ne peux pas empoisonner Lyon, je la ferai sauter, hurle-t-il en activant un mécanisme qui accélère les réactions chimiques. Les cornues commencent à rougeoyer dangereusement. Les vapeurs deviennent de plus en plus toxiques. Lacroix prend alors la décision la plus courageuse de sa carrière. Malgré les fumées mortelles qui envahissent la brasserie, il se précipite vers Brenner, le plaque au sol, et tente de l'éloigner de ses appareils infernaux. Mais l'Allemand résiste avec l'énergie du désespoir, et les deux hommes roulent parmi les débris de verre et les flaques de produits chimiques. L'explosion est inévitable. Dans moins de 5 minutes, toute la brasserie va voler en éclats, libérant un nuage toxique sur Lyon. C'est alors qu'intervient le personnage le plus inattendu de toute cette affaire. Le vieux docteur Müller, qu'on croyait mort, apparaît soudain à l'entrée de la brasserie. L'apparition du docteur Müller dans la brasserie en flammes tient du miracle. Le vieil homme qu'on croyait assassiné par Brenner surgit comme un fantôme dans la fumée toxique. Mais son état fait frémir. Visage livide, vêtements déchirés, une blessure sanguinolente au front. « Heinrich !» crie-t-il à Brenner dans leur langue natale. « Arrête cette folie, tu vas tuer des innocents. » Müller, mais je croyais que Brenner, stupéfait de voir son ancien complice vivant, relâche un instant sa vigilance. C'est ce dont profite Lacroix pour lui arracher le masque respiratoire et l'assommer d'un coup de crosse. L'Allemand s'effondre, inconscient, au milieu de ses appareils en surchauffe. « Comment avez-vous survécu ?» demanda Miel au docteur Müller tandis que les trois hommes tentent désespérément de neutraliser les cornues explosives. Brenner m'avait effectivement enlevé, mais il avait besoin de mes connaissances pour perfectionner son gaz mortel. Il m'a gardé prisonnier dans les souterrains, et quand il a compris que son plan échouait, il a voulu m'éliminer. J'ai réussi à m'échapper pendant qu'il préparait cette installation finale. Müller examine rapidement les mélanges chimiques qui bouillonnent dangereusement. Son expertise lui permet de comprendre immédiatement la situation. Il faut refroidir les réactions. De l'eau froide, vite, beaucoup d'eau froide. Amiel, qui connaît sa brasserie par cœur, ouvre les vannes des réservoirs. Des centaines de litres d'eau pure se déversent sur les cornues surchauffées, provoquant un nuage de vapeur qui masque temporairement toute la scène. Quand la vapeur se dissipe, le spectacle est apocalyptique. Les appareils de Brenner gisent en morceaux, noyés sous des flots d'eau rougie par les produits chimiques. L'Allemand lui-même, toujours inconscient, flotte dans cette mare toxique. « Est-il mort ?» demande Lacroix en se penchant sur le corps inerte. Müller vérifie le pouls. « Non, mais il a inhalé une dose massive de ses propres vapeurs. Il survivra, mais avec des séquelles pulmonaires permanentes. Une justice poétique, en quelque sorte. » L'épilogue de cette affaire extraordinaire va révéler des ramifications encore plus troublantes. Pendant sa captivité, le docteur Müller a découvert que Brenner n'agissait pas seul. Il fait partie d'un réseau de plusieurs dizaines d'agents prussiens infiltrés en France, révèle-t-il aux autorités. Lyon n'était que le début. Ils ont des projets similaires pour Paris, Marseille, toutes les grandes villes industrielles françaises. Ces révélations déclenchent une véritable chasse aux espions à travers tout l'Hexagone. En quelques mois, les services secrets français démantèlent un réseau de sabotage d'une ampleur inouïe. Mais combien d'autres cellules sont-elles passées inaperçues? Combien d'empoisonnements accidentels, d'explosions fortuites étaient-ils en réalité des actes de guerre économique? Friedrich Brenner, jugé en cour martiale, refuse obstinément de révéler les noms de ses complices. Condamné à la réclusion à perpétuité, il mourra à la prison de Cayenne en 1867, emportant ses secrets dans la tombe. Edmond Giraud, reconnu coupable de complicité, est condamné à 20 ans de travaux forcés. Sa brasserie, confisquée par l'État, sera détruite pierre par pierre. Quant à Jean-Baptiste Amiel, cette épreuve terrible marque paradoxalement le début d'une nouvelle prospérité. Sa brasserie, symbole de la résistance française face à l'espionnage étranger, devient rapidement la plus célèbre de Lyon. Les autorités impériales, reconnaissantes de son rôle dans le démantèlement du réseau prussien, lui accordent des commandes officielles et des subventions pour moderniser ses installations. L'ironie du sort, confie-t-il au docteur Müller quelques mois plus tard, c'est que Brenner voulait détruire l'industrie française en utilisant ma brasserie. Finalement, il l'a rendue plus forte. Müller, qui a décidé de rester en France et d'aider les autorités à détecter d'autres tentatives d'empoisonnement, sourit tristement. Le mal engendre parfois le bien, monsieur Amiel. Mais à quel prix? Le prix, effectivement, a été lourd. 43 personnes sont mortes empoisonnées par les bières de la brasserie Amiel, et plus de 200 autres ont gardé des séquelles permanentes. Leurs familles, dédommagées par l'État français, gardent pour toujours le souvenir de cette tragédie
qui aurait pu être bien pire. Car l'enquête finale révèle l'ampleur véritable du plan de Brenner. S'il avait réussi à répandre son gaz mortel sur Lyon, la ville aurait été rayée de la carte. 100 000 morts au minimum, peut-être le double. Et ce massacre aurait été le signal de départ d'une campagne de terreur chimique contre toute la France, prélude à l'invasion militaire que la Prusse préparait déjà en secret. Cette affaire, longtemps classée secret d'État, ne fut révélée au public qu'en 1895, après la mort du dernier témoin direct. Mais son influence sur l'histoire française fut considérable. C'est en partie grâce aux leçons tirées de l'affaire Amiel que la France développa ses premiers services de renseignement modernes, capables de détecter et de neutraliser les réseaux d'espionnage étrangers. Voilà donc l'histoire terrifiante de la brasserie Amiel et de son poison caché. Une histoire qui nous montre que derrière les apparences les plus banales peuvent se dissimuler des complots aux dimensions insoupçonnées. Et que parfois, ce sont les héros les plus improbables, un brasseur honnête, un policier intègre, un vieux chimiste repenti, qui sauvent des nations entières de la destruction. Mes amis, j'espère que cette plongée dans les secrets les plus sombres du Second Empire vous a captivé autant qu'elle m'a passionné en préparant cette enquête. Ces histoires nous rappellent que la vigilance est le prix de la liberté, et que même les complots les plus sophistiqués peuvent être déjoués par le courage et la détermination. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire extraordinaire. Connaissez-vous d'autres cas d'espionnage industriel de cette époque? Avez-vous déjà soupçonné qu'un événement apparemment banal cachait en réalité quelque chose de plus sinistre? Votre communauté ici adore partager ses connaissances historiques et ses théories. Et bien sûr, si cette enquête vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. Il y a encore tant de mystères français à explorer, tant de secrets d'État à révéler. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives interdites de notre histoire.